Hello! Je retourne cette intro parce qu'il y a eu des problèmes de carte SD, j'espère que ça va marcher. Vous remarquerez que je suis dans un espèce de cosplay placard avec ce que j'avais ici, parce que je ne suis pas chez moi, again, de Yuri ou de Saya Yamamoto, parce qu'elle porte toujours des lunettes de soleil, donc la réalisatrice de Yuri on Ice, et c'est un peu pour montrer patte blanche en mode... Il y a des choses à sauver peut-être dans cette série qui provoquent toujours chez moi des sentiments très haineux, mais... C'est parti pour ce hate vlog de Yuri on Ice que vous m'avez réclamé sur Twitter à corps et à cri depuis le temps que je bitch de façon un petit peu genre en grommelant entre mes dents sur Yuri on Ice sans jamais développer sur la question. Eh bien on va le faire ici de façon pas super préparée, pas très travaillée, mais on va le faire et ce sera brut et ce sera intense. Ça fait genre une paye que j'ai envie de parler de Yuri on Ice, de pourquoi je n'aime pas ça, parce que ça rejoint plein d'autres thématiques qui ont trait à mon travail, à ma thèse, et aux thèmes qui m'intéressent en général, parce que je fais pas cette thèse pour rien, au fandom, à la réception, aux animés japonais, à la différence culturelle, Japon, Amérique, fandom occidental en général, plein de trucs, et puis là, les représentations LGBT. Mais tout le monde a tellement adoré Yuri on Ice que je me sentais un petit peu comme le Grinch qui vient gâcher Noël, et j'avais pas trop envie de prendre cette position en fait, donc je faisais pas ce vlog. Parce que tellement de gens sont à fond sur Yuri on Ice, tellement de gens adorent Yuri on Ice, que moi le fait que j'aime pas, que même j'ai détesté au moment où il est sorti, ça me faisait me sentir assez mal. Voilà. D'ailleurs c'est assez contradictoire, mais j'aime pas cette série, mais j'ai quand même fait un doujin dessus. Voilà, quelquefois la haine est vectrice de création. Du coup les gens me l'achetaient en mode « Ah j'adore Yuri on Ice !» J'étais comme... Pas moi, mais achète mon doujin. Là, disons que je suis toujours... je peux encore partir dans des rants sur Yuri on Ice, mais je me suis un peu calmée parce que de l'eau a coulé sous les ponts. Je suis en train de kiffer ma vie sur Promare, qui est un peu dans la même situation que Yuri on Ice. Mais bref, j'ai fait un petit plan assez organisé pour vous parler de Yuri on Ice, même si c'est pas une vidéo très travaillée, tout ça, que probablement je mettrai quelques illustrations de petites vidéos chopées sur YouTube, mais je vais pas télécharger toute la série pour faire cette vidéo. Hein. Déjà, je fonctionne sur données mobiles, donc je vais pas faire ça, non. Première partie, Yuri on Ice c'est de la merde, mais par contre j'adore la réal Saya Yamamoto. Alors, c'était juste pour un peu prouver ma bonne foi. Il y a deux choses que j'adore dans Yuri on Ice, c'est le fandom et la réalisatrice. Oui, Saya Yamamoto, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre comme série? Des séries que vous devriez regarder parce qu'elles sont éminemment supérieures à Yuri on Ice, et ça me désole que tout le monde la connaisse pour Yuri on Ice et pas pour ses autres séries. Elle a fait Michiko to Hatchin, dont j'ai fait une vidéo. C'est une série extraordinaire avec des personnages féminins super, un cadre très intéressant, inspiré d'Amérique latine, de films des années 70-80, enfin, et aussi de films asiatiques de ces années-là. Il y a des scènes d'action vraiment cool, et c'est une histoire de deux femmes et d'émancipation en fait. Et puis il y a des représentations queer dedans. Et ensuite il y a Fujiko Mine, qui est basé sur Lupin the Third, oui c'est ça, donc Lupin 3, je crois que c'est machin la cambriole, Edgar la cambriole en français, je sais plus si on a gardé cette traduction, mais bref, c'est un personnage secondaire, c'est le personnage de la femme fatale, et donc cette série fait une exploration du trope de la femme fatale, avec une animation mais sublime, un personnage féminin fort, une histoire d'émancipation aussi, avec un twist mais vraiment génial, série ouf, et des représentations queer. Probablement, les représentations queer de Yuri on Ice, je veux bien donner le bénéfice du doute. Mais de là à ce qu'on dise que c'est beaucoup plus explicite que ce qu'on voit d'habitude, je suis comme... Non. Elle avait fait des séries avant qui avaient aussi des représentations queer aussi explicites que dans Yuri on Ice, voire plus, et il y a plein d'autres animés où il y a ce degré de représentation queer, donc je comprends pas que ce soit The Parangon LGBT, et surtout je comprends pas que ce soit la série qu'on retienne de Saya Yamamoto, sachant que la carrière de cette meuf est ouf. Déjà c'est rare d'avoir des meufs qui réalisent, enfin franchement, allez regarder ces autres animés, ils sont trop bien, et l'animation est bonne, contrairement à Yuri on Ice. Deuxième partie. Pourquoi Yuri on Ice c'est nul? Alors je sens que cette partie-là va être un peu plus longue. Bon. Par où commencer? Alors je vais vous dire, Yuri on Ice pour moi échoue à tous les niveaux. Échoue en tant qu'animé de sport, parce que y a la co-créatrice de la série, elle voulait faire un animé de sport sur le patin à glace, vraiment, je l'ai vu en vrai, enfin elle était venue à Japan Expo, c'est ça qui l'a fait kiffer, elle voulait faire un truc sur le patin à glace, ok meuf, ok, mais franchement... les patineurs ont l'air de kiffer. Peut-être que ça représente quelque chose effectivement de la profession, mais moi en tant que personne qui connaît rien au patin à glace,
J'ai fini la série, j'en savais pas plus. Les explications sont chiantes, elles sont faites super rapidement avec juste un chibi qui t'explique des choses sur un tableau, c'est méga daté, c'est pas dynamique, t'as pas envie de suivre. Vaguement, t'as des trucs sur les tournois, mais tu comprends pas trop d'où les gens viennent, d'où ils sortent. Quelles sont les infrastructures en place? Tu ne comprends rien au système du patin à glace en fait. Il y a rien qui est bien expliqué. T'as l'impression c'est juste des randos qui font leur petite compète et qui se retrouvent une fois par an, je sais pas quoi. Enfin, en plus ils sont tous potes. Enfin, j'ai vraiment, mais t'as pas des enjeux de sponsor, t'as pas des enjeux. C'est pas un bon animé de sport, je trouve, parce que ça ne présente pas bien son sport. On comprend pas ce qui a de la valeur. On a l'impression que tout vient du cœur et de prendre confiance en soi. Et t'es comme ouais, ok, dans ce cas-là c'est métaphorique. Bref, pour moi ça échoue en tant qu'animé de sport. Ça te fait pas découvrir le sport. Ensuite, ça échoue en tant qu'animé de romance parce que je suis désolée, mais c'est pas une très bonne romance. La relation, elle est sous-développée, elle est faite en filigrane. Alors vous allez me dire, oui, mais on n'a pas besoin de rendre tout trop explicite. Ok, mais est-ce qu'on pourrait au moins dire une fois qu'ils sont amoureux de façon explicite? Ce n'est pas dit. En fait, il parle d'amour, mais il pourrait parler d'amour au sens large, en fait. Vous allez me dire, oui, il y a plein de sous-entendus à décoder, mais dans ce cas-là, ça distingue pas Yuri on Ice de plein d'autres animés où ils font ce genre de sous-entendus. Où il y a des animés où le gars est explicite, ça s'appelle des yaoi. Alors le yaoi, c'est mal, machin, truc bidule. N'empêche que le yaoi nous a donné Given, qui est plutôt safe, en tout cas la première saison est safe, et là, le gars est explicite. Donc, je sais pas, il y a un tas d'autres trucs où c'est explicite. Ça échoue aussi en termes de développement des personnages, il y en a trop, ils sont introduits super rapidement, tu sais pas d'où ils sortent, ils ont aucun enjeu. Quelquefois d'un seul coup tu vas avoir une scène dramatique sur un personnage rando que t'as rencontré il y a 5 minutes, t'as aucun attachement, tu comprends pas pourquoi ça arrive, tu t'en fous. En plus les designs sont globalement pas très bons, je suis désolée mais il y a genre 4 gars qui ont à peu près la même coupe, il y a un mec là, le suédois, au moins c'est original, au moins tu le distingues des autres, mais... Oh, c'est le suédois ou le suisse? Le mec qui kiffe la glace et tu comprends pas d'où vient son trip. Bon, I guess pour certaines personnes c'est drôle, moi ça m'a pas fait rire. Moi il m'a gavé tout du long, j'étais comme... Oh, on va encore avoir un plan sur ses fesses. Oh, j'ai trouvé ça relou, j'ai trouvé ça super relou. Non mais je suis désolée. Yuri on Ice, il y a eu un tel engouement pour cette série que l'année où il est sorti, il a reçu un prix Crunchyroll pour la meilleure animation. J'étais comme non mais là. Alors je veux pas blâmer le studio qui est un petit studio, un peu indépendant d'après ce que j'ai compris, vous avez pas le budget. Je veux pas blâmer les animateurs, mais l'animation du Yuri on Ice, elle est pas bonne. Enfin je veux dire, le premier épisode est bon, très bon d'ailleurs, mais après, soit on réutilise des animes dérivés, mais souvent un petit peu en moins bien, soit c'est mauvais quoi. C'est vraiment mauvais, et j'ai regardé des extraits de la version DVD, ils ont corrigé des trucs mais ça reste vraiment pas très bon. T'as l'impression qu'en fait c'est un animé qui a eu trop d'ambition par rapport aux moyens qu'il avait, et ça c'est assez typique de ce qui se fait ces temps-ci. J'ai l'impression que les dernières saisons de l'Attaque des Titans c'est pareil, enfin c'est je sais pas, un gros problème généralisé de il y a trop d'animés qui se font, il y a de la sous-traitance partout, bref, je veux vraiment pas blâmer les gens qui sont derrière cette série, mais l'anime elle est pas bonne. Genre à un moment c'est quand même de l'aveuglement de lui donner un prix de meilleure animation, surtout qu'à l'époque il y avait Mob Psycho qui était sorti, c'est juste incomparable la qualité entre les deux. Voilà, enfin, genre, bon. Le perso principal, y a plein de gens qui étaient comme « Oh, c'est trop cool, il est anxieux », enfin... Je trouve que c'est pas très bien amené, je trouve que c'est pas très consistant, je trouve que d'une manière générale, le développement des persos, il est... Je pense que vous faites le travail que cette série fait pas, en fait, en termes d'écriture. En y projetant des choses, en la réinterprétant, enfin bref. Mais ça, je vais en parler ensuite, c'est une question de réception, et ça, c'est au cœur de mon travail, et genre, juste, je veux vous donner le mérite que les créateurs n'ont pas... Enfin, peut-être qu'il y a eu une tentative de la part des créateurs, mais pour moi, c'est pas une réussite. Voilà. Alors, troisième partie. Yuri on Ice, c'est bien mieux que tous ces yaoi pas safe. Bah les yaoi pas safe, au moins ils ont le mérite d'être explicitement gays, hein. Je suis désolée. Entre les anneaux, les alliances porte-bonheur, qui ne sont absolument... Enfin genre, des persos secondaires font une blague sur le fait qu'ils se marient, mais c'est pas explicité. Alors, moi par contre, je suis absolument certain, et je pense que vous êtes tous d'accord que Saya Yamamoto, qui a fait plein de représentations queer, elle voulait expliciter le truc. Mais... ils l'ont pas fait en fait, ils l'ont pas fait, ils ont pas eu les couilles de le faire parce que c'est des producteurs japonais, parce qu'il y avait quand même il y a un truc qui devait se rembourser, parce que je sais pas, ils sont pas si progressistes que ça. Alors je veux bien que la réception ça en fasse un parangon LGBT et qu'on salue le travail de la réalisatrice ou d'autres personnes sans doute impliquées dans la prod qui voulaient expliciter ces représentations gays, mais l'animé en soi ne le fait pas. Et puis alors,
Yuri on Ice, c'est bien mieux que tous ces yaoi pas safe. Je suis comme, mais vous avez vu un peu la relation qu'ils ont, Yuri et Victor? Je suis désolée, mais c'est super pas safe. Il y a une hiérarchie de ouf. Il y en a un, c'est le coach de l'autre. Et il passe son temps à le fat-shamer. Est-ce qu'il s'excuse à un seul moment de l'avoir fat-shamé, de l'avoir... Mais il le bouscule de ouf, il est super violent, il le fait chialer. Certes, l'autre le confronte, mais j'ai l'impression qu'ils se font jamais un face-to-face où ils discutent vraiment, parce que cet animé est super rushé, développe pas ses personnages. Et enfin bref, genre... Il y a rien qui se ressent comme une bonne romance saine. Il était fan de lui quand il était beaucoup plus jeune, quoi. Soi-disant, ils ont un écart d'âge de même pas 10 ans, sachant que l'autre est coach qui prend sa retraite. Je suis comme, est-ce que tu prends ta retraite à genre 20 ans dans le patinage artistique? Bon, il y a moyen, parce que les sports sont un peu... Je m'étais renseignée à une époque, j'ai quand même écrit un doujin sur ce truc, tellement j'étais vénère et que je voulais... Quand je suis vénère, je créais des choses pour corriger. D'où je me place pour ça, mais enfin, c'était un exercice, mais bref. Je me justifie d'avoir fait un doujin Yuri on Ice. Et de toute façon, il y a quand même un rapport hiérarchique pas cool entre les deux. Le coach et son élève, il a son ego entre les mains, Victor, tout le temps. Et Yuri se débat avec ça et c'est jamais vraiment bien développé. On dépasse jamais ce stade-là, ou alors on le fait de façon super légère, bref, c'est pas ouf. Non, franchement, c'est pas une relation cool, quoi. Est-ce que c'est plus safe que les yaoi parce qu'on les voit pas niquer? Parce que je suis sûre que si on les voyait niquer, ce serait aussi glauque que n'importe quel yaoi, ou même juste pas si glauque, mais il y aurait sans doute de la zone grise parce que c'est comme ça. Et puis tous les yaoi n'ont pas de zone grise ou de trucs glauques d'ailleurs. Enfin voilà, il y a tout dans le yaoi, mais il y a cette espèce de diabolisation. Yaoi mal, Yuri on Ice bien, et je suis comme non mais... Je suis très énervée par cet argument. Franchement, ça prouve à quel point il y a deux poids deux mesures. À quel point juste le yaoi est diabolisé de façon systématique alors que... Yuri on Ice n'existerait pas sans le yaoi de toute façon. Yuri on Ice a été conçu aussi pour des fans de yaoi. Alors, quatrième partie, justement, on va clarifier ça. Clarifier, bon, c'est une tentative de clarification, et puis même, je parle de mon point de vue, j'étudie le yaoi, certes, mais je ne suis pas quelqu'un qui a la science infuse, machin. Si vous avez d'autres arguments, on n'hésite pas à en discuter. Alors, Yuri on Ice, du coup, est-ce que c'est du queerbaiting? Est-ce que c'est du méchant queerbaiting? Est-ce que c'est du fanservice? Alors, il y a une distinction entre les deux, en fait. Queerbaiting et fanservice, c'est pas la même chose parce que ça émerge d'endroits différents, à mon sens. Le queerbaiting, c'est quelque chose qui est lié à un public où il y a une demande de représentation LGBT claire, liée à une histoire de politique, en fait, militante. Et donc, ça va plutôt toucher des pays occidentaux, ça va toucher, basiquement pour simplifier, Europe, États-Unis. Je connais pas trop l'Amérique latine, peut-être aussi ça se joue à ce niveau-là. Il faut que je me renseigne là-dessus. C'est très eurocentré. Ces questions de queerbaiting, pour moi, peuvent s'appliquer là. C'est des créateurs qui savent qu'il y a un public LGBT en demande de représentation, qui vont teaser ces représentations et qui vont pas les officialiser parce qu'ils se mouillent pas. Typiquement, dans Sherlock. Sherlock, en plus, a été créé par un homme gay. Voilà, et du coup, à côté, tu as le fanservice, ce qui se passe dans énormément d'animés japonais, dans Yuri on Ice. Le fanservice, qu'est-ce que c'est? Le fait de mettre quelque chose en scène dans un animé qui va faire plaisir aux fans, servir le fan. Alors ça peut être, je sais pas, une petite fille mignonne qui mange un gâteau, ça peut être, je sais pas, un plan culotte, c'est du fanservice aussi, et puis ça peut être des sous-entendus gays, parce qu'il y a un public yaoi qui s'est développé dans les années 80, qui a détourné plein d'animés de sport, et qui en a fait des histoires gays. Et du coup, au Japon, ils ont pris conscience de ce public et ils ont développé un fanservice qui target les fans, les yaoïstes, les fujoshi, fans de yaoi. Donc t'avais énormément de fanservice dans, je sais pas, Death Note, ils ont rajouté des scènes comme ça dans les animés de sport. Free, c'est genre un parangon de fanservice. Et je pense que Yuri on Ice descend aussi de ce fanservice. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des volontés d'aller plus loin dans la représentation gay, je dis pas que la réalisatrice n'avait pas ces intentions-là, mais je pense que si c'est passé, c'est aussi parce que ça a pu être rangé dans cette catégorie du fanservice au Japon. Voilà, donc à mon sens, je veux juste clarifier, ce n'est pas du queerbaiting, même si c'est pas explicite dans la représentation gay, tiens, je tiens à le dire, et c'est du fanservice. C'est compliqué de tout mettre dans des cases, ceci dit. Moi, je dis tout ça, mais pour moi c'est très poreux. Yuri on Ice, vu que la réalisatrice avait des intentions, à mon avis, de mettre en scène une homosexualité et que ça lui a été refusé, peut-être que ça rentre pas dans le fanservice ou le queerbaiting à ce sens-là, mais je sais pas, pour moi, quand même, l'animé en soi, en tant qu'objet, sans connaître les intentions des auteurs, sans connaître le métadiscours en fait autour de l'animé, c'est du fanservice.
Pas du queerbait, mais du fanservice. Et je pense donc que Yuri on Ice a été reçu comme une représentation LGBT super explicite à l'époque parce qu'on venait d'avoir, ou ça a été simultané il me semble, la grosse Sherlock fuckery. Qu'est-ce que c'est Sherlock fuckery? C'est la sortie de la saison 4 de Sherlock. Et il y avait eu un fandom de Sherlock qui avait tenu jusqu'au bout, qui était comme allez, ça va être explicité, la fin, la révélation finale, ce sera que Sherlock et Watson sont gays. Sauf que bah non. Ça s'est resté du level, là pour le coup, du queerbait, du queerbaiting. Et donc il y a eu une énorme rage, ça a soulevé les passions, et à côté, il y avait Yuri on Ice, et les gens étaient comme « Oh mais ça c'est explicite ». Je sais pas, je pense qu'il y a un truc qui s'est joué à ce moment-là. C'est une théorie, j'ai pas étudié en détail tout ça, mais c'est mes souvenirs de l'époque, voilà. On en est à la 5e partie. Alors là, je vais parler surtout de la question de la réception. Alors, mon travail de thèse se base pas mal sur des outils des Cultural Studies. Ça a été développé d'abord en Angleterre, ensuite ça s'est déplacé, voilà. Et il y a Stuart Hall qui a démarré ces Cultural Studies. Ça consiste à étudier des subcultures dans leur contexte. Donc ils étudiaient les subcultures qui étaient dans des milieux populaires. Et il a fait un texte qui s'appelle Encoding the Television Discourse. Et du coup, il met en place ces notions de encoder et décoder le discours télévisuel. C'est-à-dire qu'il va y avoir à un niveau des gens qui encodent un discours, c'est-à-dire ils produisent la série, ils écrivent la série avec des idées en tête. La série passe par la télé et là, ensuite, elle est reçue par des gens, elle est décodée. Et il y a autant de décodage qu'il y a de personnes. Et c'est ce décodage-là, cette réception, qui n'est pas forcément à confondre avec ce qui a été codé à la base, parce qu'il y aura toujours une différence. Il y a toujours une différence dans la réception. Et je trouve que les fandoms sont dans une espèce de situation contradictoire à ce niveau-là, parce qu'il va y avoir une révérence absolue pour ce que va dire l'auteur ou l'auteurice d'une œuvre. C'est genre, c'est parole de Dieu, c'est l'auteur ou l'autrice a dit ça, on va suranalyser les métadiscours, notamment ce que disait Saya Yamamoto à côté de Yuri on Ice, et ça va légitimer certains arguments des fans, notamment la canonisation d'un couple gay. Saya Yamamoto a dit qu'elle voulait que ce soit plus gay dans Yuri on Ice, donc ça veut dire que Yuri on Ice c'est gay. Je pense pas que Yuri on Ice soit gay, mais ça a été reçu comme tel parce qu'il y a eu cette analyse du métadiscours de l'autrice. Et il y a aussi cette idée quand même que sa réception d'une œuvre, c'est l'œuvre. Tous les fans pensent que ce qu'ils ont reçu d'une œuvre, et je pense que j'ai cette tendance-là aussi, je suis passée par là, ma réception de l'Attaque des Titans n'est absolument pas la même que celle de la plupart des gens, parce que j'y ai projeté aussi des choses qui m'appartenaient, et c'est pour ça que cette œuvre est si importante pour moi, même si elle est extrêmement problématique. Avec un peu de recul, je me rends compte, et notamment en étant confrontée aux autres réceptions des autres fans, que c'est pas l'œuvre en soi. L'œuvre en soi, c'est à la fois ce que les gens ont encodé et ce que tout le monde va en ressortir, je pense. Et donc ça en fait un objet assez insaisissable, mine de rien, parce qu'on est comme... c'est une espèce d'abstraction, c'est un chat de Schrödinger, l'œuvre en soi. Parce que c'est un codage et un décodage à la fois. Elle existe entre les deux. Je ne pense pas qu'une œuvre ce soit que ce qu'a voulu dire l'auteurice ou les auteuristes ou les créatrices en la faisant, mais je pense pas non plus que ce soit que ce qu'ont reçu les gens de cette œuvre, qui est de toute façon extrêmement divers et varié. On va lire l'œuvre de façon très contradictoire des fois, c'est pour ça qu'il y a des débats de fans avec des arguments, non mais à ce moment-là il y a ça qui se passe dans l'histoire, oui mais non, moi je pense que c'est ça qui se passe et tout ça. Mais ouais. Et donc dans Yuri on Ice, il y a eu cette réception qui dit c'est explicitement gay, c'est très très bien, c'est très progressiste, tout le monde est d'accord, et il y avait un énorme décalage entre du coup, je pense, l'œuvre telle qu'elle m'apparaissait à moi, qui était habituée à des choses beaucoup plus explicites, qui avait une connaissance du yaoi, qui avait une connaissance d'autres choses, et telle qu'elle est apparue à plein d'autres gens qui en ont peut-être vu moins aussi. Et qui venaient de se confronter à Sherlock. Il y a aussi le contexte de réception, dans quel contexte on a reçu quelque chose, c'est pour ça que je vous ai parlé de ça. Et puis il y a aussi vraiment cette distinction culturelle, le fait qu'on apprécie quelque chose en étant décontextualisé. Yuri on Ice, c'est un animé, c'est japonais, ça a été fait dans un contexte japonais. Je pense qu'assez peu des gens qui ont apprécié cette série savent à quel point l'homophobie est insidieuse et tout ça, au Japon.
à quel point cette œuvre est bloquée dans ses contradictions. Il y a eu le gay boom dans les années 90 où d'un seul coup il y a eu plein de représentations gays partout, mais c'était des blagues. Enfin, il y a encore 3-4 ans, j'avais regardé un petit docu qui interrogeait des Japonais dans la rue et ils disaient non mais les gays c'est des créatures fictionnelles, ça apparaît qu'à la télé. Enfin, on en est à ce stade-là. Il y a ce genre de choses. Je pense que ça progresse et ça se voit notamment dans les œuvres qu'on reçoit. Mais bon, à recontextualiser. Et donc se dire c'est explicitement gay, c'est alors que nous on le reçoit dans un autre contexte, je pense que c'est un peu risqué. Dans le même genre, récemment, il y a Promare, il y a des gens qui pensent que Promare est aussi explicitement gay, et je suis comme non, pareil. Le moment où il l'embrasse, c'est une manœuvre de je sais plus quoi, enfin bref, il lui fait du bouche à bouche quoi, pour le sauver. C'est mis en scène de façon romantisée parce que c'est du fanservice, mais c'est pas explicitement gay. Les gens sont comme mais oui, mais en fait il y a plein d'indices partout, c'est pour ça, c'est complètement queer, Promare, et je suis comme tu l'as reçu comme queer. Je doute que ça a été pensé comme autre chose que du fanservice pour les fans de yaoi, moi, à la base. Peut-être qu'il y a des gens dans la prod qui, effectivement, ont placé des petits trucs, mais je pense clairement que le projet a été financé, le projet a pu sortir, le projet a pu connaître un certain succès parce que ça a été présenté, vendu comme du fanservice. Voilà, on passe en douce aussi au Japon. Je pense que les Américains, en plus, ont pas du tout l'habitude de consommer des médias étrangers, alors que nous, en France, on se tape des médias américains tout le temps, donc on a l'habitude de faire cet effort de recontextualisation constante, et donc on le fait aussi plus quand on reçoit les médias japonais qui ne sont pas faits pour nous. On se dit oui mais c'est parce qu'il y a ce contexte japonais. Quelquefois on s'en sert pour excuser des trucs très problématiques qui sont problématiques aussi au Japon, notamment pour excuser les viols dans les yaoi ou des choses comme ça, mais bon. Mais comme ouais mais c'est contextuel, ouais mais là-bas ils sont sexistes, c'était comme oui mais enfin ça reste sexiste. Quelquefois j'entends ça, franchement je suis comme mais bon. Mais bref, les Américains ont cette habitude très énervante de penser que tous les médias sont faits pour eux et du coup ils pensent que Promare est anticapitaliste. Et je suis désolée mais ça me fait rire quoi, enfin, est-ce que vous vous rendez compte à quel point le discours anticapitaliste est tenu au Japon, à quel point il y a cette espèce de dépolitisation constante, enfin c'est vraiment très très rare et je pense qu'on peut se rendre compte même juste en lisant plein de mangas, sauf que bah non, c'est anticapitaliste. Alors je pense que oui, ça se tient, c'est légitime quelquefois de lire un média en le décontextualisant. Vraiment, ces lectures-là sont légitimes, de toute façon, la réception est légitime. L'œuvre, comme je l'ai dit, ce n'est pas uniquement les discours que les auteurs ont injectés quelque part. Et si Promare devient un parangon, un symbole de l'anticapitalisme parce qu'il a été reçu comme ça par un public américain, bah écoutez, ce sera tout à fait légitime aussi. Enfin, la réception fait aussi partie de l'œuvre, quoi. C'est tout, et c'est très bien. Mais je pense que ce sera sur un malentendu. Parce que le discours anticapitaliste, c'est plutôt quelque chose d'américain, d'un public de gauche américain, d'un public du coup qui se retrouve dans les fandoms d'animés, mais la gauche japonaise, je pense pas qu'on la trouve à la production des animés, ou en tout cas pas de l'animé Promare. Voilà, après peut-être que je me gourre complètement, hein. Je suis pas un expert, j'ai quelques connaissances parce que voilà, c'est mon travail, mais voilà. Si vous avez la connaissance de discours japonais anticapitalistes liés à Promare, bah, envoyez-moi les liens, ça m'intéresse, hein, vraiment. Ce que je dis est sans doute très contradictoire ou quoi, mais je pense que le fait que ce soit contradictoire, ça fait partie en fait de ce décalage entre codage, décodage, entre ce qu'une œuvre était censée vouloir dire et sa réception, entre toutes les réceptions contradictoires des fans et tout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que je pense sincèrement qu'il y a un décalage entre ce que Yuri on Ice devait être d'après Saya Yamamoto, ce que Yuri on Ice devait être d'après des gens qui ont donné de l'argent pour que Yuri on Ice soit fait, ce que Yuri on Ice apparaît être, ce que moi j'en ai perçu, et ce que pas mal de gens en ont perçu. Est-ce que ça rend la lecture du fait que Yuri on Ice c'est un animé queer super bien et c'est génial illégitime? Non, vous y avez projeté des choses, si ça vous a apporté des choses, j'ai vu les fanworks de Yuri on Ice, il y a des choses magnifiques dans ce qui a été fait, et franchement, moi aussi j'ai fait mon petit doujin Yuri on Ice, j'ai kiffé me réapproprier ce personnage, c'était sympa. Gardez ça vraiment, enfin je suis pas là pour vous gâcher votre plaisir. C'est juste que je pense que si vous utilisez Yuri on Ice pour dire que le reste des yaoi c'est nul, c'est pas vrai. Qu'il y a des œuvres plus explicites et plus intéressantes que Yuri on Ice qui méritent votre intérêt, à commencer par d'autres choses qu'a fait Saya Yamamoto, à commencer par les yaoi. Il y a plein de choses très très bien. Suivez nos recommandations dans le JT du yaoi et tout ça.
c'est vraiment pas le meilleur animé de tous les temps, je pense, sincèrement. Mais si pour vous, ça l'est, que vous y avez investi des choses, que vous en avez fait vous-même quelque chose de très beau, de très significatif, qui a exploré de l'anxiété, une romance très belle, enfin, je pense que c'est vous qui avez fait le taf, que la série ne l'a pas très bien fait, mais gardez ça. Conservez-le, conservez-en le souvenir, conservez tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez lu, tout ce que vous avez exploré à côté, enfin, ça a beaucoup de valeur. Je pense sincèrement que, en tant que public LGBT de réception pour ces œuvres-là, on ne doit quelque part compter que sur nous-mêmes. Qu'il y a des créateurs qui veulent faire des choses, mais qu'ils sont bloqués parce que globalement la société est quand même extrêmement conservatrice, que ce soit la japonaise, la française, la société américaine, enfin on a encore plein de queerbaiting, on a encore plein de... Enfin, il n'y a aucun... Enfin, les gays explicites de chez Disney, bon voilà, continuons de nous réjouir de ce qui se fait dans les fandoms. Ce serait quand même cool qu'on investisse des œuvres en masse, un peu plus explicites, un peu mieux faites, mais bon, ça ce n'est que mon avis. Il y a des choses très explicites et très belles qui ont été faites à partir de Yuri on Ice, donc bon, c'est la fin de ce vlog. J'espère que ça va pas bugger, que je vais pouvoir le conclure finalement, parce que ça fait 3 fois que ma carte SD bug. Qu'arrive-t-il à ma GoPro? Et ouais, j'espère que j'ai pas été trop malveillant ou quoi, parce que c'était ma peur pour parler de Yuri on Ice, parce que c'est une œuvre qui quand même m'a vraiment énervée quand elle est sortie. Maintenant je suis un peu plus... Voilà, je suis un peu plus relax, même si quelquefois je fais des rants, mais j'en fais aussi sur Promare, très honnêtement. Je me calme, mais quelquefois sur Promare, je suis comme « mais quand même !» alors que je kiffe le fandom Promare, que je fais plein de dessins Promare. Mais ouais. Du coup, juste petit coup de pub sur la fin, si Yuri on Ice vous a intéressé, le fanzine, le PDF est dispo à prix libre ou à prix vraiment très très bas sur mon shop Utip. Vous pouvez aller le télécharger, je crois que ça doit être pas plus d'1 euro, quoi, vraiment. C'était un petit take que j'avais fait sur Yuri on Ice, parce que je trouvais que... c'était juste pas réaliste, j'avais imaginé ce que c'était un coming out pour un patineur artistique russe. Bref, c'est une petite exploration, il y a du Not Safe for Work dedans, sur leur romance, voilà. Donc c'est possible de détester Yuri on Ice et de bosser dessus, et c'est possible d'adorer Yuri on Ice et de faire des choses intéressantes dessus. Again, gardez le fandom, continuez à le kiffer. Je vous laisse avec ça, discutons-en. La semaine prochaine, je tournerai un vlog sur... La famille Bélier, un autre hate vlog, mais je pense que je prendrai moins de pincettes avec ça parce qu'il n'y a pas un fandom la famille Bélier en fait. Et il n'y a rien à sauver, dedans. J'ai d'autres idées pour des hate vlogs, je ferai d'autres sondages Twitter sans doute. Bref, je vous referai voter sur Twitter. Suivez-moi sur Twitter comme d'habitude. On se retrouve bientôt. Vive le confinement qui nous permet de nous voir plus régulièrement. Hello! Vous pouvez toujours me soutenir sur Utip et Patreon, lien en description pour m'aider dans mes divers travaux, avec quelques substantielles monnaies si vous avez, on sait tous que c'est un peu dur en ce moment. En tous les cas, en ce moment, du coup, avec le confinement, je lance un yaoi, l'écriture d'un yaoi participatif sur Twitter, dont le déroulement est en fait déterminé par vos votes, alors suivez-moi sur Twitter et aidez-moi à écrire cette histoire, c'est plutôt amusant.